nous avons deux personnes qui sont liées au fond au regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CIS ou CIUS. Et donc, il s'agit de Suzy Cloutier, présidente. Bonjour, Madame Cloutier. Et Vicky Cloutier, organisatrice communautaire au CIS de Laval. J'imagine qu'il n'y a pas nécessairement de lien de parenté entre vous. On vous demande toujours ça, je suis sûre. Alors, bienvenue. Et puis, vous avez 10 minutes pour nous présenter votre exposé. On vous écoute. Merci, Madame Aymon. Bonjour, Monsieur et Mesdames les commissaires. Dans l'absolu, tous les cloutiers descendent de la même personne, mais ça date un peu, donc sûrement un lien de parenté lointain. Donc, merci de prendre le temps pour nous accueillir. Donc, effectivement, Suzy Cloutier, je suis organisatrice communautaire au CIUS de la capitale nationale et je suis ici aujourd'hui à titre de présidente là, du RCAC, en fait, que je vais vous présenter dans quelques instants. Vicky, veux-tu dire un petit mot? Oui, tout à fait. Donc, Vicky Cloutier, organisatrice communautaire au CIS de Laval et également chargée de cours au collégial en travail social, membre du comité enseignement que je représente fièrement aujourd'hui. Parfait. Donc, allons-y tout de go. Le temps est compté. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? C'est parfait? Très bien. Merci. Donc, notre présentation s'appuie sur le mémoire qu'on vous a fait parvenir à la fin septembre, qui présentait nos réflexions, en fait, en trois grands volets. Pour le fin de la présentation aujourd'hui, on va aussi aller en trois volets. D'abord, je vais vous présenter brièvement notre groupement ainsi que la profession d'organisation communautaire. Et je vais vous présenter donc nos recommandations qui touchent la pratique et le contexte plus général de pratique. Et pour la deuxième partie, je vais passer la parole à Vicky qui va être plutôt vous présenter les recommandations qui tiennent à l'enseignement, en fait, là, en intervention collective. Donc, rapidement, le RCAC, c'est un acronyme là, qui vaut pour donc, Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CIS. En bref, on pourrait dire qu'on regroupe les organisateurs et organisatrices communautaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est une organisation qui existe donc depuis 1988 et qui regroupe, c'est important de le savoir aussi, c'est une base volontaire en fait. Donc, les gens qui deviennent membres de notre regroupement, c'est vraiment donc parce qu'ils y croient en fait et non pas parce qu'ils ont une certaine forme d'obligation, si on veut, là, d'appartenance. Et on développe nos plans d'action sur divers volets, mais vraiment un volet communauté de pratique, donc vraiment pour développer ensemble, réunir là, les praticiens d'organisation communautaire, mais aussi faire la promotion de ce qu'est l'organisation communautaire. Et aussi, on souhaite être actif ou être un acteur de changement social. Et ceci, ça se fait de différentes façons, mais donc on a publié un cadre de référence qui balise un peu ce qu'est la profession. On a une revue annuelle. À l'occasion, on publie des mémoires ou des avis, dans le mémoire là, dont on discute aujourd'hui. Et on organise toutes sortes d'activités de formation, des colloques, des journées d'échange par et pour les organisateurs communautaires, mais aussi sur la pratique plus large d'organisation communautaire. J'ai mis ici sur la diapo, en fait, qu'on travaille de façon assez décentralisée, donc avec plusieurs comités de travail. Et là, j'ai nommé ceux qui ont une certaine pertinence en lien avec aujourd'hui les États généraux, donc un comité qui réfléchit sur la formation, sur l'enseignement et le soutien et l'accompagnement de la relève en organisation communautaire. Donc, j'y vais très brièvement, mais c'est pour situer un peu ce qu'on fait, pour peut-être savoir que tous nos membres, en fait, sont des organisateurs communautaires, donc employés du réseau, et c'est une implication grandement militante, en fait, qui est celle de s'impliquer au regroupement, en fait, avec un peu de dégagement parfois dans nos temps de travail, mais principalement, en fait, là, à l'extérieur, là, sur une base militante. Donc, très rapidement, les organisateurs communautaires en CCCUS, il y en a 428 postes au Québec. Voilà.
on remarque une légère hausse dans les dernières années, mais on s'entend que ni en nombre absolu, ni en même cette proportion-là, on est vraiment très loin, en fait, de d'autres métiers du travail social, dont les travailleurs sociaux tout court. En fait, j'ai aucune idée c'est quoi le nombre des travailleurs sociaux dans le réseau, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus que 428, en fait. Ceci étant, ces 428-là sont répartis dans l'ensemble des CCCIUS, puis même à l'origine, en fait, il y en avait un par CLSC minimalement ou deux par CLSC, donc on est vraiment inscrit dans le fondement même, en fait, là, du réseau de la santé. Et encore aujourd'hui, on en voit là, dans l'organisation où on travaille. Sans surprise, 77% des organisateurs communautaires sont des organisatrices communautaires, donc sont des femmes. Et malgré cela, puis je le dis, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on n'a pas été reconnu au terme de l'équité salariale, en fait. Donc, on n'a pas obtenu l'équité salariale en même temps que les travailleuses sociales, là, ni en 2010, ni lors de la révision en 2015. Dans le contexte très récent, en fait, c'est important de savoir que plus de 50% des 428 personnes en poste donc, sont haussées depuis moins de 3 ans, donc sont arrivées en poste pendant la pandémie ou tout juste après, ce qui pose toutes sortes d'enjeux par rapport à la formation, l'accueil, etc., mais qui n'est pas non plus qui peut être similaire dans d'autres métiers aussi, on en est très conscient, mais pour ce qui nous concerne, c'est important. Et la moitié détiennent une formation initiale en travail social. Donc, c'est une autre particularité, en fait. Donc, l'organisation communautaire en tant que telle est une pratique qui est enseignée dans la formation en travail social, mais faire de l'organisation communautaire peut se faire en ayant un bac, une formation initiale en travail social, mais aussi une autre formation en sciences humaines plus largement. C'est à la fois une richesse et à la fois parfois un défi. Puis ça questionne à la fois l'intérêt la place de l'organisation communautaire dans le cursus initial en travail social, puis ça questionne aussi la capacité là, ou l'intérêt d'avoir des gens qui font cette pratique-là, mais qui ne viennent pas de ce bac-là. Et plus récemment, ce taux, donc pour les personnes qui sont très, très nouvellement arrivées dans la profession, en fait, c'est seulement 36% qui venaient du travail social. Donc, on voit une diminution qui est peut-être ponctuelle, mais qui peut être inquiétante aussi pour le sujet dont on parle aujourd'hui, en fait, là, donc le travail social et la formation. Le temps passe vite, donc je vous ai placé la définition de l'organisation communautaire, mais malheureusement, je ne vous la lirai pas. Mais quand même, nos fondements, ils sont tous, en fait, puis l'approche selon laquelle on aborde notre métier et qui nous inspire quand vient le temps de prendre position, là, notamment lors de ce mémoire-là. On a pris position aussi dans le cadre des travaux de la loi 15. Donc, voilà. Donc, je vais aller rapidement sur les recommandations pour laisser la place à Vicky par la suite. Donc, on a séparé nos recommandations en trois sections. Cette section-ci, en fait, qu'on vous met, c'est vraiment qu'on pense plus que jamais que l'intervention collective a sa place tout court, en fait, dans la grande réflexion sur le social, mais peut-être encore plus maintenant, alors qu'on voit la multiplication des différentes crises et des défis, donc défis sociaux par rapport à, on peut parler de la crise du logement, de la crise de l'itinérance, dont on entend de plus en plus parler, mais aussi défis environnementaux aigus, quand vient le temps d'avoir, par exemple, des inondations, des feux de forêt, peu importe ce qu'on a vécu récemment, mais plus largement, en fait, dans les conséquences des changements climatiques, dans comment c'est vécu dans les communautés, on est convaincu que les approches individuelles de travail social qui viennent soutenir les personnes en difficulté sont à la fois nécessaires, mais assurément insuffisantes pour prendre la mesure, en fait, des changements à faire. Oui. Il vous reste 3 petites minutes. OK, parfait. Cette page-ci, en fait, concerne vraiment ce qui se passe avec la loi 15. C'est revenu un peu à l'actualité récemment. Ça nous inquiète vraiment beaucoup. Donc, on a fourni des recommandations qui sont en lien avec les effets à venir de la loi 15. Et je passe la parole à Vicky pour les 3 dernières minutes. Tout à fait. Je vais essayer de mettre ça de façon le plus synthétisée. Ça nous apparaissait indéniable de parler de la reconnaissance des organismes d'action communautaire autonome au niveau du soutien accru qu'ils méritent, mais aussi du respect de leur autonomie. Toutes les autres recommandations, là, de 7 à 10, traitent vraiment de la formation en travail social. Suzy le dit, 52% de nos membres sont issus du travail social. Donc, ce qu'on demande aux États généraux, en fait, c'est de valoriser le travail social collectif, particulièrement dans le réseau
de la santé et des services sociaux. C'est encore méconnu comme rôle. Puis les équipes à l'interne, j'imagine qu'il y a plein d'autres panélistes qui vous en parler, mais de par la pression de performance et tout ça, n'ont pas l'occasion, n'ont pas la chance de s'impliquer dans leur communauté. On parle aussi au niveau de la formation au travail social, de valoriser le collectif et par le fait même aussi de travailler avec les milieux d'enseignement pour modifier les critères d'évaluation de stage. C'est encore difficile aujourd'hui dans les différents baccalauréats, notamment en travail social, de choisir de faire un stage en collectif de par les critères d'évaluation qu'on doit, en bon français, twister pour que ça fonctionne dans les compétences de stage. Le dernier point qu'on voulait amener, c'est vraiment de souligner l'importance que tous les professionnels de relations d'aide puissent travailler à l'amélioration des déterminants sociaux de la santé et aussi au niveau environnemental et de sensibiliser aussi nos décideurs et politiciens, politiciennes. C'est pas en choisissant des moyens individuels tout le temps qu'on va répondre à des besoins sociaux. Hein? On a eu beaucoup d'exemples, entre autres, durant la pandémie. Et également que la performance, la bureaucratie, la lourdeur, il y a d'ailleurs eu un article là-dessus dans la presse cette semaine, très intéressant. Les programmes top-down aussi qui arrivent de plus en plus, c'est pas la solution là, pour résoudre des problèmes sociaux qui sont de plus en plus complexes et pour aider au développement des communautés. Donc, vraiment une valorisation du travail social collectif, l'importance des organisations, des organismes communautaires, pas juste pour pallier aux besoins du réseau également, hein, ce qu'on leur demande de plus en plus, et bien entendu, dans la formation en travail social, de mettre des moyens en place pour que la relève soit de plus en plus intéressée au collectif, mais également qu'elle ait l'opportunité de s'y impliquer. Et dans le mémoire, vous allez retrouver plus de détails sur nos suggestions potentielles. Merci beaucoup, mon Dieu, top chrono. Votre mémoire nous a beaucoup intéressés, je vous le dis d'emblée. Je comprends que vous souhaitez aussi que les États généraux soient, au fond, qu'on puisse se servir des États généraux comme un levier pour remettre sous les projecteurs l'importance de l'action collective dans les services sociaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me parliez de votre expertise sur la manière dont on peut aborder les défis environnementaux, les inégalités environnementales et comment, avec les collectivités, et comment on peut mieux les préparer, parce qu'il me semble qu'il y a là une piste intéressante à mettre vraiment, à faire rayonner. Parfait. Tu veux-tu que... C'est comme tu veux. Je peux peut-être commencer puis te laisser la place. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a des organisateurs, organisatrices communautaires qui relèvent de plusieurs directions dans le réseau, puis notamment celles comme à Laval qui relèvent de la santé publique ont un gros volet quand même, promotion, prévention, développement des communautés. Puis ce qui nous intéresse, entre autres, puis on en a parlé d'ailleurs, on a eu une journée d'échange la semaine dernière à ce sujet-là, c'est de voir comment aussi avec toute la transition socio-écologique, mais les changements climatiques, les impacts que ça va avoir de façon plus marquée sur les populations marginalisées et les communautés locales aussi qui sont déjà éprouvées. Donc, comment, en organisation communautaire puis avec des solutions collectives, on peut répondre à ces besoins-là, les prévenir aussi, parce que vous savez, dans les inondations, dans les pandémies, les effets marqués, c'est toujours sur les populations les plus vulnérables et tout le monde, bien entendu. Donc, comment on peut préparer aussi la relève dès la formation initiale à ces changements-là qui vont être de plus en plus présents? Puis comment dans nos équipes au CIS et dans les CIUS, comment on peut s'y impliquer? Parce qu'en ce moment, ce qui est mis à l'avant, c'est beaucoup l'individuel, le familial, dans la réponse aux crises très aiguës qui sont essentielles, mais comment on va faire pour atteindre un autre niveau aussi, puis aider les collectivités concrètement. Puis d'ailleurs, le RICAC a publié un avis à ce sujet-là de l'importance de l'organisation communautaire puis l'intervention collective en temps de crise qu'on pourra vous soumettre, bien entendu, là. Suzy? Ben, c'est bon, je pense que tu as fait le tour. Il va bien falloir préparer les gens à une transition socio-écologique. On en parle, mais on est loin d'avoir tout mis en œuvre. Je pense que mes collègues commissaires ont des questions pour vous. Denis? Oui,
j'ai une petite question technique là, avant une question plus de fond. Pour la recommandation numéro 3, vous dites que les États généraux du travail social prennent acte de l'ampleur de la crise socio-climatique, notamment en offrant du soutien et des formations à l'ensemble des intervenants sociaux en vue de l'implantation d'une approche de transition socio-écologique. Mais qui ça, en offrant? Ce n'est pas les États généraux qui vont... à qui vous pensez pour Oui, leur... je peux répondre. Je pense qu'on pensait à l'ordre des travailleurs sociaux, puis on a peut-être fait un raccourci d'édition, en fait, là. Mais on pourrait soit le reformuler donc en suggérant à l'ordre d'offrir cette formation-là ou ou en suggérant de multiplier les offres de formation et de soutien, en fait. On pourrait le reformuler d'une ou l'autre façon. À cet égard, M. Bourque est au courant assurément, mais leur CAC, en fait, on prend cette voie-là aussi, puis on s'engage dans les 3 prochaines années à offrir de la formation à l'ensemble des organisateurs communautaires du Québec sur comment tenir compte donc de cette nouvelle réalité-là, en fait, là, des changements climatiques et pour pouvoir adopter notre pratique. Donc, c'est comme si ce qu'on prêche, en fait, on va avoir l'occasion de le faire nous-mêmes, mais on touche une petite partie de l'intervention des intervenants avec nos 428 membres. Voilà. Comme ça va très bien. Puis, sur la recommandation 8, là, c'est-à-dire l'importance que l'ensemble des intervenants en relation d'aide travaillent sur les déterminants de la santé et dépassent le mode curatif. Comment vous voyez que ça puisse se faire, ça, je dirais, sur le terrain, là? Parce que, entre autres, moi, ce que je constate des fois, c'est que la relation entre les intervenantes, les travailleuses sociales en individuel et les organisatrices communautaires en collectif, des fois, ce n'est pas toujours fluide dans les établissements. Donc, comment vous voyez qu'il pourrait y avoir une plus grande implication des travailleuses sociales sur des enjeux collectifs et des déterminants de la santé? Oui, ben c'est un enjeu qui me rejoint beaucoup pour avoir été travailleuse sociale à l'équipe jeunesse il y a vraiment pas si longtemps que ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un virage qui s'amorce, là, je le sens au niveau entre autres de l'importance que les gestionnaires accordent à ce que leurs travailleuses sociales, mais psychoéducatrices aussi et autres professionnels de la relation d'aide. Mais je vous dirais que nous, on constate que c'est encore difficile pour les organisatrices et organisateurs communautaires dans le réseau d'aller vers les équipes parce que, comme je disais, les équipes ont tellement de pression, une surcharge, hein, vous le savez, on n'apprend rien, là. Donc, en tout cas, des initiatives qui ont été partagées au RICAC, c'est entre autres quand l'organisatrice communautaire peut aller à la rencontre des équipes, des fois dans des réunions d'équipes, dans des réunions cliniques, tisser des liens. Nous, dans nos équipes en jeunesse, en santé mentale, en DITSA, DP, on a vraiment des belles relations. Puis ça, c'est vraiment grâce aux gestionnaires qui nous offrent du temps pour aller parler à leur équipe. Il y a des équipes également qui dégagent parfois certaines travailleuses sociales pour s'impliquer sur certaines tables de concertation, pour aller à la rencontre des organismes communautaires, parce qu'il y a ça aussi. Quand le continuum de service est terminé après le 10-12 rencontres qu'on permet dans le réseau, qu'est-ce qui se passe avec la personne? C'est quoi les outils qu'elle a? Elle a développé son empowerment, mais on parle de références personnalisées, on parle d'accompagner aussi les populations dans les organismes communautaires pour qu'elles s'impliquent à son tour, puis éventuellement peut-être s'impliquent collectivement. Donc, il y a des pistes quand même qui seraient intéressantes à dégager, mais pour ça, on va devoir permettre à nos travailleuses sociales et nos travailleurs sociaux et nos techniciens aussi de pouvoir s'y impliquer, de pouvoir prendre le temps également, hein, parce que la connaissance du réseau, la connaissance des ressources communautaires, ça devrait pas être fait sur notre temps personnel, puis c'est ce qui se passe en ce moment encore dans le réseau. Donc voilà, en leur permettant, en les dégageant, en permettant de tisser des liens aussi entre les différentes équipes là, à l'interne et à l'externe, je pense que c'est des pistes, mais il y aurait sûrement plein d'autres possibilités à élaborer. Nadine, est-ce que vous auriez une question? Moi, ce qui a retenu mon attention, puis que j'aimerais vous entendre sur un point, ça concerne ce que vous avez écrit pour l'ancrage territorial. Vous parlez justement du fait que l'ancrage territorial et de la responsabilité populationnelle qui sont étroitement reliés. Et vous avez fait une remarque qui a retenu mon attention. C'était en lien avec la perte de démocratie. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Oui.
il y a ces deux éléments qu'on met un peu côte à côte, mais qui sont en soi, je dirais, inquiétants source d'inquiétude, on va dire comme ça. Puis là, on les a mis en lien avec la loi 15, mais c'était quand même actuel, là, même s'il n'y avait pas cette loi-là qui est en cours d'adoption. Mais c'est vraiment de revenir un peu à la base, en fait, donc des anciens, mettons, CLSC, mais de l'organisation très locale, territoriale des services de santé et des services sociaux, parce qu'on sait bien, en fait, que c'est sur ces bases-là, en fait, qu'on est mieux à même de connaître les besoins des populations, de créer les arrimages, donc, entre les services, entre les besoins, entre les organismes communautaires, etc. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, à ce moment-là, adapté aux réels besoins, puis qui permet de tenir compte de l'ensemble du territoire, là, prenant pour acquis que ce qui se passe ou des besoins à Montréal-Centre ne sont pas nécessairement les mêmes qui sont vécus sur la Côte-Nord ou dans des territoires plus éloignés. Ça, c'est un des éléments. Puis, on a aussi on a vu dans la COVID, en fait, qui est un exemple flagrant où c'était très important d'avoir des commandes assez centralisées, en fait, de dire, écoutez, il y a un virus qui arrive, il faut faire ça, peu importe. Mais après ça, comment qu'on arrive à bien rejoindre tout le monde, en fait, les populations plus difficiles à rejoindre, puis de dire, ces personnes-là, la grande majorité vont être capables d'aller directement au centre de vaccination, mais il y en a certains qui ne seront pas capables, qui ne sont pas réceptifs à ces messages-là, où il y a différents enjeux, mais c'est vraiment à l'échelle des locales, en fait, qu'on est capable de rejoindre. Donc, c'est un peu dans cette vision-là qu'on pense qu'il faut assurer une organisation des services la plus locale possible. Par rapport à la démocratie, mais enfin, c'est dans l'actualité très, très récente parce que c'est ce que fait les manchettes un peu hier soir, c'est que dans la nouveau, dans ce qui est annoncé en fait avec l'Agence Santé Québec, c'est que désormais, toute la partie démocratique du système de santé serait évacuée. Là, il y a des amendements récents qui ont été apportés pour avoir un seul conseil d'administration de la Société d'État qui sera un conseil d'administration provincial, en fait, formé de personnes nommées par le ministre, alors que jusqu'à tout récemment, c'était des conseils d'administration régionaux. En fait, dans les CCCIUS, auparavant, c'était locaux, avec des représentants donc, de certains groupes de la population et donc une reddition de comptes et une légitimité qui s'appuyait sur le territoire et non pas uniquement au niveau provincial. Donc, c'est quand même un changement majeur, si on veut, dans la gouvernance et l'imputabilité associée là, par la suite. Voilà. Alors, dimanche, il y avait le ministre Dubé à la radio d'État qui essayait d'expliquer que ce que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi à faire en termes de centralisation et comment les conseils d'administration vont dépendre d'une façon extrêmement stricte, mais lui allait le réussir et que son PM était de son côté. C'était quelque chose comme entrevue. Écoutez, passionnant, on en prendrait encore, mais encore une fois, on est un peu serré. Alors, merci, Mesdames Cloutier. On va bien relire encore une fois votre mémoire et s'en inspirer, j'en suis persuadée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Votre contribution.